Bonsoir et bienvenue dans Enquête de foot. Nous sommes de retour en direct pour une 3e saison et c'est toujours votre rendez-vous pour décrypter l'actualité du foot, pour comprendre ce qui se passe et aussi pour découvrir. Et en cette rentrée, l'actualité est particulièrement chargée et intéressante. Voilà le programme. L'été a été très chaud à Marseille. Il n'y a jamais eu autant de départs. 7 titulaires sur 11 obligés de quitter le club. Marcelo Bielsa qui démissionne de façon rocambolesque. Que s'est-il vraiment passé à Marseille? Comment le club est-il géré? Quelle est la nouvelle stratégie de l'OM? À l'autre bout de la planète, vous découvrirez la Coupe du Monde des Tibétains. Ils sont en exil dans le monde entier, mais ils se retrouvent une fois par an pour jouer au foot et disputer leur Coupe du Monde. Vous verrez des images magnifiques et une autre façon d'aborder le football. Et les 2 nouvelles rubriques d'Enquête de foot derrière l'image. Nous allons décrypter des images d'actualité pour savoir ce qui se cache derrière et vous donner les clés pour bien comprendre, notamment la nouvelle stratégie de Monaco et les dernières infos sur la FIFA. Et l'enquête continue, on vous dira pourquoi Paul Pogba, qui était si courtisé avant l'été, est finalement resté dans son club à la Juventus. Et notre invité ce soir, c'est Thierry Braillard, le secrétaire d'État chargé des sports. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous pour lancer cette nouvelle saison. Avant de découvrir la première enquête d'Enquête de foot, juste un mot rapide. Cette semaine a été marquée par la fin des transferts en football, en mercato. Il y a un jeune Français, Anthony Martial. Il a 19 ans, il a marqué 11 buts en championnat, il a été vendu 80 millions d'euros. Ça dépasse complètement l'entendement. Oui, c'est quand même des sommes qui sont choquantes et qui font penser que le monde du foot est parfois un peu fou. Et je pense que le moment est peut-être venu qu'au niveau de la FIFA, ça sera d'ailleurs un des sujets de l'émission, des règles soient posées, qu'au niveau de l'Union européenne, on réfléchisse aussi à des règles à poser. Oui, on peut très bien limiter le montant des transferts, parce que là, ça devient un peu n'importe quoi. On va décrypter ça effectivement ensemble. Geoffroy Garretier, vous allez nous aider justement à décrypter tous ces faits d'actualité. On commence avec la première enquête, puisque l'Olympique de Marseille vient de vivre un tournant dans son histoire. L'été a été particulièrement chaud, 2 mois complètement fous. Tous les meilleurs joueurs sont partis du club, ou quasiment. Gignac, Ayou, Payet, Imboula, 7 titulaires sur 11 qui ont quitté le club. Marcelo Bielsa qui a démissionné après un match seulement. Alors, quelles sont les vraies raisons de ces départs? Que s'est-il réellement passé à l'OM? Comment le club est-il géré? Nos caméras ont tourné tout l'été à Marseille pour vous éclairer. C'est une enquête qui est signée Frédéric Roulier et Cyril Domanico. Acabo de renunciar al cargo que tengo en Olympique de Marsella. On n'a pas tous les éléments, on ne sait pas tout ce qui s'est passé. Si c'était pas pour rester à l'OM, je voulais partir très loin. Rarement pareil chamboulement aura secoué l'Olympique de Marseille. La tentative! Les affaires marseillaises se compliquent. Mais pourquoi le club a-t-il vécu cet été torturé? On a des ambitions. Il y a quelques abrutis qui en doutent et qui manipulent d'autres gens pour faire croire le contraire. Que penser de l'action de son président Vincent Labrune? L'OM est-il en train de rentrer dans le rang? À Monterrey, l'OM paraît si loin. Et pourtant c'est ici, dans le nord du Mexique, que se sont exilées bien des réponses à nos questions. Après 5 ans à Marseille, André-Pierre Gignac a changé de vie, de continent. Mais il semble décidé à ne pas s'en expliquer. André-Pierre, bonjour. Je suis journaliste à Canal+, je vous dérange 2 secondes. On est là pour quelques jours, voilà. Et on voulait savoir si vous aviez le temps juste au moins de discuter, parce que vous auriez quelques minutes. Particulièrement la presse française, ouais. D'accord. Bon. Pourquoi? Ça va, ça vous manque pas trop la France?
Son choix du silence intrigue et laisse flotter la quasi-certitude d'un non-dit. On vous sent heureux d'être ici quand même. L'empressement populaire est à la hauteur de la surprise suscitée par son arrivée. Un étonnement partagé par son propre coéquipier, Javier Aquino. Everybody in France was very surprised about Gignac leaving. Yes, me too. You too? Yes, because he's a good player. I think he can go to the other team in Europe, the important team. But I think the economic offer for Tigres is very important because he have 30 years old, and I think it's time for To have a contract. Yes. 4,7 millions d'euros annuels, le plus haut salaire jamais payé à un footballeur au Mexique. De quoi faire du français un sujet de conversation permanent pour les médias locaux. Fue una sorpresa, noté yo que lo habían buscado de Gran Bretaña, de España, cuando termina el contrato con el Olympique de Marsella. Et forcément, tous ces faits et gestes sont épiés. Se compró un carro por ahí de $200,000. Sí, fue a la agencia, llegó y en efectivo sacó un portafolio y soltó la lana y soltó el dinero en cash, en efectivo, y le dieron un carro que solamente él pidió específicamente. Mais comment le deuxième meilleur buteur du dernier championnat de France a-t-il atterri à Monterrey? L'homme à l'origine de sa venue s'appelle Alejandro Rodríguez, dont les premiers contacts avec Gignac datent d'il y a presque un an. Yo me imagino que si el Olympique de Marsella lo hubiera querido retener, pues ahí lo tenía cerca, es como te tengo yo cerca a ti, ¿verdad? La realidad es que lo que pasó, que no sabemos qué pasó, empezó a que la puerta se estuviera abriendo un poco más. Un élément a rendu l'opération possible, l'absence de transfert, car Gignac arrivait en fin de contrat avec l'OM. You have to pay his salary, of course, but no money for his transfer because there is no transfer. Would you have been able to pay like 15 million or 20 million euros? If we want to have the head scorer of any one of those leagues, is out of our league to pay. You have to say thank you, Marseille, because they were... Merci, Marseille! Guiñac. Un but pour plonger le stade dans l'hystérie. Sur la route d'une qualification pour la finale de la Copa Libertadores, la Ligue des champions sud-américaine. Après le temps des acclamations, vient enfin celui des explications inédites. Une réaction, André-Pierre. Une question à François André-Pierre. Ouais, une question. Aujourd'hui, on vous a retrouvé très heureux. J'étais aussi heureux à Marseille. Maintenant, j'ai fait un choix de carrière. Mon choix de carrière, ça a été de changer de vie carrément. Et c'est pour ça que je l'ai fait. Vous vouliez rester à Marseille. Pourquoi finalement vous n'êtes pas resté? Je pense qu'il devait changer de stratégie. On n'en a pas discuté dans le fond, mais j'ai laissé la porte ouverte plein de fois à une prolongation. Même avec un salaire réduit, mais avec une reconversion au club, parce que j'aime vraiment ce club et que c'était vraiment ça que je voulais. Mais voilà, après, si c'était pas l'OM, c'est pour ça que j'ai changé de vie. Si c'était pas pour rester à l'OM, je voulais partir très loin. Donc c'est ce que j'ai fait. Et aujourd'hui, je suis content, même si ça me manque quand même, parce que je les regarde avec un peu de nostalgie, ouais, parce que 5 ans dans un club, c'est pas rien,
Mais voilà, je suis heureux ici maintenant. Gignac en fin de contrat, l'OM avait deux options. Une prolongation et donc assumer encore le coût de son salaire, 350 000 € mensuels. Mais envisager dans un an ou deux une revente de ce nouveau contrat à un autre club pour plusieurs millions d'euros. L'OM a préféré ne pas le renouveler. Plus de salaire à verser, mais du coup, le club n'a pas touché un centime sur son départ pour le Mexique, car le contrat arrivait à son terme. Marseille voulait donc à tout prix se débarrasser de Gignac. Une nécessité d'après le président du club, Vincent Labrune, qui souhaite désormais plafonner le salaire de ses joueurs. L'actionnaire, depuis 6 ans aujourd'hui, elle a fait des efforts considérables pour permettre à l'Olympique de Marseille de maintenir son train de vie. Aujourd'hui, on travaille en autofinancement et c'est normal. Voilà, je ne peux pas vous dire mieux, c'est le boulot de chaque chef d'entreprise. Est-ce bien logique toutefois d'abandonner gratuitement son meilleur joueur? Question posée à deux des agents français les plus influents et à un ancien dirigeant de l'Olympique de Marseille. En tant qu'observateur, depuis 34 ans dans le football, c'est vrai que laisser partir des internationaux libres, c'est vrai que c'est pas courant. C'est difficile à comprendre pour un club, surtout quand des clubs français n'ont pas excessivement de moyens. C'est une forme de gestion donc, que moi je comprends pas trop, mais bon, elle existe. Ayou, Gignac, Morel, Fanny, 4 joueurs ont quitté cet été Marseille sans contrepartie financière. Manque à gagner estimé 25 millions d'euros. Ça veut dire qu'il y a un accident industriel dans votre club. Ça veut dire que le plan de développement que vous avez mis en place, vous n'avez pas réussi à le développer. Il y a des obligations en termes de bilan, des obligations de contenir la masse salariale. Il y a un certain nombre de joueurs qui sont partis en fin de contrat, que l'OM aurait souhaité vendre il y a un an, mais qui n'avaient pas forcément de demande. L'OM en a profité cette année sportivement, mais malheureusement a dû les laisser partir libres. Mais beaucoup de joueurs ont un amour sincère pour leur club. Il faut que leurs émoluments dans le club que vous gérez soient en adéquation avec votre club. C'est-à-dire que si dans votre club il méritait un salaire de 10 et que vous le payez 20 ou 30, ben pour le faire partir, pour qu'il y ait un transfert, il va falloir que le club où il va aller lui paye 40 ou 50. Et c'est là où ça devient dur. Ça veut dire qu'il n'y a plus de marché pour ces joueurs-là. Donc le joueur, il va privilégier son attachement sincère au club, il va aller au bout de son contrat, et ensuite, il va reprendre le fil de ses intérêts financiers. Pour être autonome financièrement, Vincent Labrune a effectivement baissé la masse salariale de l'OM depuis 5 ans, ramené de 100 à 60 millions d'euros. Mais dans le même temps, les gains liés aux performances sportives ont chuté, et du coup, le club a continué à accumuler les pertes. Comme baisser les salaires ne suffit pas, il faut gagner de l'argent autrement. Et c'est donc un transfert qui a permis cet été d'équilibrer les comptes, celui d'Imboula vers Porto pour 20 millions d'euros. Nous avons rencontré son père et agent. Il nous explique le processus d'un départ rendu obligatoire par Vincent Labrune. Moi, j'arrive, il fallait vendre. Et c'était quoi son message à ce moment-là? C'était que le club va passer une deuxième année sans jouer Champions League, que c'est un championnat où déjà avant de commencer, il y a des sous qui rentrent, comme que le club n'aura pas cet argent-là. Le footballeur qui devait faire rentrer beaucoup de sous avant le 30 juin, c'était Gianelli. Le 30 juin, date butoir pour le transfert, si Vincent Labrune voulait présenter des comptes équilibrés à la DNCG, le gendarme financier du football français. Monsieur Labrune, il a quand même la chance. Parce que nous, la pression de partir au 30 juin, c'était pas pour nous, c'était pour l'OM. Nous, le mercato, il termine le 31 août. Mais vous l'avez quand même senti, cette pression de l'OM. Oui, mais la pression est restée dans leur bureau. Parce qu'ils savaient à qui ils avaient affaire. Mais c'est Labrune pouvait aller prendre un crédit, je ne sais pas où. En réalité, c'est un fonds d'investissement Doyen Sport qui a prêté de l'argent à Porto
pour rendre le transfert possible. Doyen Sport, dont nous reparlerons, entre ici de plein pied à l'OM. Autre joueur vendu cet été avant le 30 juin, Dimitri Payet à West Ham, contre 15 millions d'euros. Ces deux opérations ont rapporté 35 millions à l'OM. Mais l'obsession d'économie a décimé le club. Sur les 11 titulaires de la saison dernière, 7 ont quitté Marseille. Gérer un club de foot, c'est un métier. C'est un métier. Donc il y a des professionnels du foot en France, et puis il y en a qui le sont un peu moins. Pour éviter de creuser un trou, vous prenez vos recettes certaines et vous dépensez l'argent que vous avez. Et vous ne faites pas de la prospective, vous ne faites pas des paris en disant si je vais en Ligue des Champions, si je gagne le championnat de France. Donc on tablait à l'époque sur une 6e place, donc ce qui était relativement raisonnable pour l'Olympique de Marseille. En face de cette 6e place, vous avez des recettes certaines. Et cet argent-là, on le dépensait. Et on n'allait pas au-delà de ça. La politique qui est menée aujourd'hui est une politique un peu court-termiste, où on vend des joueurs pour pouvoir assurer le budget de l'année suivante. Au plan de la stratégie du club, si tant est que la stratégie soit demain d'être encore présent sur la scène européenne, on ne peut pas considérer ça comme une réussite. Dès la reprise de l'entraînement, la frustration s'empare déjà de certains supporters qui accusent ouvertement la direction. Il faut qu'il dégage. Voilà. Et la Margarita, ça ne va pas envoyer le pognon. Eh bien, qu'elle le vende le club. Comment Vincent Labrune gère-t-il ce début de crise? Et quelle stratégie sportive pour l'OM? Le 1er août, il s'affiche en compagnie de ses principales recrues. Lassana Diarra, Abou Diaby, deux internationaux, deux joueurs surtout, dont le niveau actuel est une énigme. De Paris donc, symbole d'une nouvelle stratégie dictée par la réduction du train de vie de l'Olympique de Marseille. On a une enveloppe qui est précise, qui est définie, qui a été présentée à la DNCG le 3 juin. Et on va s'y tenir et on n'a pas d'inquiétude sur le fait qu'on pourra finir de faire une équipe également qualiteuse. Faire des paris pour masquer les difficultés financières. Mais au soir de la première journée, son coup le plus fameux de la saison dernière se retourne brusquement contre lui. Acabo de renunciar al cargo que tengo en Olympique de Marsella. Je viens de démissionner de mon poste d'entraîneur de l'Olympique de Marseille. Mi renuncia se la transmití al presidente a través de una carta. Je me suis adapté pendant ce dernier temps aux variations constantes du plan sportif. Mais après 3 mois de discussion et à 2 jours du début de la compétition officielle, je ne peux pas accepter la situation d'instabilité qu'ils ont générée en voulant changer le contrat, l'accord que nous avions. Cette conférence de presse est un cataclysme. La fin de l'ère Marcelo Bielsa. Ce soir-là, dans les couloirs agités du Vélodrome, Vincent Labrune est abasourdi, pris de court comme tout le monde. Il garde le silence, mais sa réaction ne va pas tarder. Quatre jours plus tard, il convoque les médias pour la première fois depuis plus d'1 an et expose sa version des faits. Je suis allé le voir effectivement à l'issue de son point presse d'après-match dans son bureau pour essayer d'avoir des explications. Et encore une fois, j'ai pas de sujet, j'ai pas d'explication majeure à vous donner autre que un point de détail technique qui me semble être plus un prétexte qu'autre chose. Je pense qu'effectivement, sa décision a été prise même avant la réunion du mercredi. Cette fameuse réunion, Vincent Labrune n'y a pas assisté. Autour de la table, Marcelo Bielsa, Philippe Pérez, le directeur général de l'OM, et l'avocat de l'actionnaire Margarita Louis-Dreyfus, venu spécialement de New York. Une assemblée bien solennelle pour un simple détail technique. Mais entre le silence de Marcelo Bielsa, retourné en Argentine, et la version partielle de Vincent Labrune,
Impossible de connaître la vérité. Retour en France, à Reims, pour la deuxième étape de l'opération de communication. Aux côtés de Vincent Labrune, Margarita Louis-Dreyfus et son fils Kirill, fan de l'OM. Il faut s'afficher et scène extrêmement rare. L'actionnaire prend la parole. Dans cette situation difficile, je voudrais que vous sachiez que moi, personnellement, évidemment, Vincent, l'équipe, tout le management du club, on fait tout pour vous donner la possibilité pour gagner. Moi, je crois en vous et je vous souhaite bon match aujourd'hui et à nous tous, bonne saison. Vincent Labrune, lui, passe plus de 25 minutes avec certains journalistes. Il distille des informations, justifie sa gestion. Une pratique courante chez lui en période de crise. Il aime les journalistes, il aime les influencer, il aime faire passer des messages, il aime les charmer. Et c'est vrai qu'à son mariage, il y avait tous les patrons de la presse et des radios et des télés. Hein. Et sa peur, c'est que ça s'embrasse, qu'il y ait beaucoup de discours contre-productifs sur l'OM, qui en plus agacent des supporters qui ne sont pas toujours dupes de ça. Mais un plan de communication, aussi rodé soit-il, ne peut résister à certains accros. L'OM s'enlise à Reims. Vincent Labrune doit encore intervenir et faire des promesses. Il y aura des mouvements dans l'effectif d'ici le 31 août pour avoir l'équipe la plus compétitive possible et être à la hauteur de nos ambitions et des ambitions du club qui doivent être de figurer dans le haut du tableau. Quelques minutes plus tard, il s'isole sur le banc avec Florian Thauvin. Newcastle propose 17 millions d'euros pour le joueur. Une somme que Vincent Labrune a décidé d'accepter pour en acheter d'autres. Il tente alors de convaincre Thauvin, pourtant déclaré intransférable. De protégé du président pendant 2 ans, Florian Thauvin est passé en une soirée au statut de simple monnaie d'échange. S'accommoder donc de l'imprévu. Une nécessité que Jérémy Morel, parti cet été libre de Marseille à Lyon, a dû faire sienne et qu'il livre pour la première fois. On a essayé de faire croire que c'était moi qui voulait absolument partir. Je voulais quand même le dire parce que c'est pas vraiment comme ça que ça s'est passé, quoi. Moi je suis à Marseille, il est parti à Lyon. J'aimerais bien le voir à Marseille, ouais. Cette année, mais bon. Il va vous manquer à Marseille? Il va me manquer. Car Jérémy Morel n'est plus marseillais. L'histoire d'une prolongation de contrat qui tourne au désamour. Au mois de février, les discussions avaient été entamées. Et donc ils nous ont fait une proposition, on a fait une contre-proposition. Et puis à partir de là, on n'a pas eu de réponse pendant 2 mois et demi, 3 mois. Aucune réponse? Aucune réponse. J'avais une envie forte aussi, c'était de rester. Et puis après, au fur et à mesure, quand on voyait qu'il n'y avait pas forcément d'évolution, Lyon s'est manifesté. Et puis, puis là, pour le peu, c'est vrai que ça a été très rapide. À partir du moment où on a Lyon qui vient se greffer, on prévient quand même le club. Le minimum à faire, c'était de les prévenir. On les prévient. On a eu une réponse seulement 3 jours après. Donc, je veux bien avoir des fautes, mais ça, pour le peu, c'est pas forcément moi qui les avais. Donc, Que penser de l'attitude de l'OM? Vincent Labrune a refusé les demandes d'interview d'enquête de foot. Mais voici le témoignage d'un homme qui a vécu l'OM de l'intérieur pendant 1 an. Fabrice Olszewski, l'ancien traducteur de Marcelo Bielsa. Jérémy Morel, on devrait lui mettre une statue. Hein. Il n'avait pas d'affinité particulière avec le coach, mais il faisait tout ce que le coach lui demandait. Lui, il était partant pour rester. Hein. Peu de gens ont pu observer d'aussi près le fonctionnement de l'Olympique de Marseille, et notamment celui de son président. Je le verrais plus dans un rôle de directeur sportif. Il a toutes les capacités pour être un directeur sportif phénoménal, et avoir quelqu'un qui soit plus présent comme président. Puisque le président, il faudrait qu'il supervise les relations humaines,
le directeur sportif notamment. Et après, je ne sais pas s'il est à plein temps, mais c'est souvent, ouais, il n'était pas souvent présent. Et manque de chance aussi, à chaque fois que le coach il en avait besoin, il n'était pas là. Et moi, je pensais tomber dans une entreprise où tout est carré, où il y a une hiérarchie, un organigramme, des tâches réparties. Et en fait, non, c'est pas trop comme ça, quoi. Comment Vincent Labrune gère-t-il les secousses de l'après Marcelo Bielsa? 10 jours après la démission, un nouvel entraîneur inattendu arrive à la commanderie. Michel, bienvenue à Marseille, je suis très content. Merci beaucoup. On a eu une grande rencontre. A great meeting together, and I'm sure we do great things together. Me too. Détail piquant, Michel appartient à l'écurie du fonds d'investissement Doyen Sport. Michel, chargé de faire oublier les errements de l'été. Cet OM chamboulé, avec 6 recrues promises et apportées par Vincent Labrune, repousse les doutes. Le temps d'une folle soirée. « 6-0 face à 3. Un peu de répit, au cœur d'un mois agité. Cuando uno juega para esta camiseta y en este estadio, no hay que parar. Vincent Labrune se saisit alors de l'occasion. Il adresse ici sa réponse à tous les doutes, toutes les questions et toutes les mises en cause de sa politique. On a des ambitions, il y a quelques abrutis qui en doutent et qui manipulent d'autres gens pour faire croire le contraire. Et je tenais à le dire ici ce soir, on est un club responsable. On a un cahier des charges à respecter qui est celui de l'actionnaire au niveau financier, on l'a fait. Et puis on a un autre cahier des charges qui est le mien en tant que président, c'est d'avoir l'équipe la plus compétitive possible. Une victoire et déjà des satisfactions. Preuve que l'Olympique de Marseille vit plus que jamais au jour le jour. Mais une semaine plus tard, la rechute à Guingamp sonne comme un rappel. Quatre matchs, 3 défaites et un attaquant longtemps promis qui n'arrivera jamais. L'OM avance désormais sans certitude et semble condamné à une perpétuelle fuite en avant. C'est une enquête que vous avez menée, Frédéric Roulier, avec Cyril Domanico et Servane Cotin. On va bien sûr vous demander votre avis, mais juste, c'est un des plus grands clubs de France, Marseille. De voir cette dégringolade, c'est inquiétant. Je ne peux pas me permettre de commenter tel ou tel club. Je me souviens simplement d'avoir été à Munich en 93 et qu'aujourd'hui, Marseille est quand même le seul club qui a gagné la Ligue des Champions et Marseille fait partie du patrimoine sportif et j'espère que Marseille restera au niveau qui est le sien comme un très grand club et qui pourra retrouver bientôt la Ligue des Champions. Alors tous les supporters marseillais espèrent évidemment qu'on remonte à ce niveau-là. Il y a eu beaucoup de promesses, Frédéric Roulier, notamment un remplaçant pour André-Pierre Gignac qui finalement n'est pas arrivé. C'est peut-être le cas le plus révélateur en fait, André-Pierre Gignac, de cet été marseillais. Ça fait 1 an et demi. 1 an et demi que le club sait qu'il va se séparer de Gignac. Donc il y a eu des promesses répétées pendant tout le mercato quant à l'arrivée d'un attaquant à l'Olympique de Marseille. Eh bien aujourd'hui, Michy Batshuayi, c'est le seul attaquant de pointe de l'Olympique de Marseille. Donc en termes d'anticipation, on n'est pas forcément au maximum, au top. Et puis il y a un détail qui a ulcéré les supporters de l'Olympique de Marseille. On est le 31 août, dernier jour du mercato, 23h, 1 heure avant la fin du marché des transferts. Et l'Olympique de Marseille tweet ceci. C'est un tweet du compte officiel. Conseil du soir, soyez patients, le mercato se termine à minuit. Sous-entendu, il va se passer ne quelque chose. vous inquiétez pas, un joueur va arriver, c'est écrit. Résultat, personne n'a signé à l'OM. Ce qui n'a pas empêché Vincent Labrune, le président, le lendemain, de donner une interview au quotidien La Provence dans laquelle il déclare « On le fera en janvier, on n'avait pas de bonnes options, on avait tout misé sur Lamela, le joueur de Tottenham. Mais d'ici là, d'ici janvier, il va falloir jouer 6 mois en Ligue 1, en Ligue Europa
avec un seul attaquant de pointe. Alors cela dit, il y a quand même eu des départs, des arrivées. Bilan, Geoffroy, si on dresse le bilan, ça ressemble à quoi? 36 départs et arrivées. Si on cumule, ça doit faire 15 départs et 21 arrivées ou l'inverse, ce qui est beaucoup. Hein. C'est moins qu'à Monaco, mais c'est quand même assez considérable. Et financièrement, sur la balance du coup en fait, moi je voudrais qu'on revienne à la question de départ du reportage. Est-ce que l'OM est rentré dans le rang? Alors il est rentré dans le rang économiquement et il est rentré dans le rang sportivement. Et pour s'en apercevoir, ça date pas de l'été 2015. Il faut regarder les 4 années de la présidence Labrune et de les comparer aux 4 années précédentes. Et à regarder, tous les indicateurs ont baissé. La moyenne de points en Ligue 1 est passée de 71 à 62. Le classement moyen de 2e à 5e. Et autant il y avait eu 4 podiums consécutifs avec 4 participations à la Ligue des Champions, il n'y en a eu qu'une seule sous l'ère Vincent Labrune, 2013-2014. Et un désastre, 0 points. Et 0 points. Mais on peut même aller plus loin. Au classement de la Money League, le classement des plus riches clubs d'Europe, l'OM, qui était toujours dans les 15-20 premiers avant 2011, a dégringolé et pourrait, s'il n'y a pas de rebond sportif, quitter bientôt le top 50. Mais je crois que ça serait une erreur de s'en prendre à Vincent Labrune. On a vu les supporters qui font du Labrune bashing. On le met régulièrement comme étant responsable. Labrune, dans le gouvernement OM, c'est qui? C'est le Premier ministre. Il applique une politique qui est décidée en haut, la politique de l'actionnaire. Est-ce qu'il n'y a pas eu, je vous pose la question Frédéric, une erreur stratégique de la part de Margarita Louis-Dreyfus de penser qu'en maigrissant économiquement, on pourrait rester compétitif sportivement, comme dans l'économie réelle? Est-ce que dans le sport, finalement, c'est pas l'inverse? Lorsqu'on s'amaigrit, eh bien, on s'affaiblit. Ça n'a pas de rapport, en tout cas, avec laisser partir des joueurs libres à forte valeur marchande, comme Ayou ou comme Gignac. Alors, cela dit, on parle effectivement de politique, d'économie, mais sportivement, Cyril, avec tous ces prêts, est-ce que, du coup, l'OM n'est pas condamné tous les ans à vivre la même situation? Ce que l'on ne peut pas prévoir, ce sont les résultats sportifs qu'aura l'OM cette saison. En revanche, ce dont on est presque certain, c'est que l'été prochain, Marseille risque à nouveau de vivre un été chamboulé. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 joueurs dans l'effectif actuel, Steve Mandanda et Nicolas Nkoulou, qui seront en fin de contrat et donc qui risquent de partir gratuitement. Ensuite, toujours dans l'effectif actuel, nous avons 5 joueurs qui sont en prêt. Et donc, même s'il existe des options d'achat, on n'est pas certain que les joueurs aient la tunique olympienne la saison suivante. Et enfin, quand on voit l'aspect financier et les problèmes que traverse l'OM, il est fort probable qu'ils doivent vendre l'été prochain des joueurs. Et ces joueurs, ça pourrait être des joueurs cotés comme Benjamin Mendy ou Michy Batshuayi. On peut donc imaginer que l'été prochain sera un copier-coller de l'été qu'on vient de vivre. Et est-ce que c'est pas le moment de se remémorer les paroles de l'été 2013 de Vincent Labrune? Le fameux projet Dortmund. Ce projet Dortmund, on en est très très loin aujourd'hui. On ne sait même pas s'il y a vraiment un projet aujourd'hui à l'OM ou alors un projet, je sais pas, Setúbal ou l'Excelsior Rotterdam. Enfin, on exagère, mais sérieusement, aujourd'hui, on a du mal à avoir une direction bien établie. Est-ce que l'OM peut s'en sortir en se qualifiant pour la prochaine Ligue des Champions? Est-ce que si chaque année l'OM est en Ligue des Champions, au moins dans la phase de poule, est-ce que l'OM peut rebondir? Oui, mais avec l'effectif actuel et les bouleversements actuels, c'est pas idéal pour se qualifier pour une Ligue des Champions dans un championnat où le PSG bloque déjà une place. Oui, je voulais quand même attirer votre attention, et Vincent Labrune le dit dans le reportage, c'est qu'aujourd'hui, on a quand même établi des règles, et au niveau national et au niveau européen, sur le contrôle des finances des clubs. S'il y a d'abord la Direction nationale du contrôle de gestion qui contrôle les clubs, qui demande un équilibre recettes-dépenses, et puis il y a aussi, il y a aussi au niveau de l'Europe le fair play financier. On dépense ce qu'on a gagné avec une limite d'endettement qui diminue petit à petit et qui oblige les clubs à se remettre dans ces règles européennes, sauf autrement être interdit de compétition, etc. Ça, on a suivi déjà ces débats-là, ce qui veut dire que quand même, le président Labrune a aussi ses objectifs à remplir. C'est plus facile si on vend ses joueurs. Alors juste rapidement, Frédéric, on entend souvent Margarita Louis-Dreyfus dire « je ne vais pas remettre de sous dans le club, j'en ai déjà trop mis ». Finalement, elle continue à mettre de l'argent. Alors pas cet été. C'est la première fois, Margarita Louis-Dreyfus a décidé désormais de ne plus injecter d'argent dans le club, mais toutes les autres années jusqu'à présent, y compris sous la présidence de Vincent Labrune, elle a à chaque fois comblé les déficits. Mais si la situation actuelle se prolonge, on a vraiment du mal à imaginer l'OM faire autre chose que rentrer dans le rang et pouvoir retrouver un lustre un peu plus glorieux. Merci beaucoup à tous les deux pour votre très belle enquête. Et pour conclure, je pense que ça montre aussi que les clubs sont à la recherche de nouvelles recettes pour garder une sorte de compétitivité sportive. Bien sûr. Et qu'aujourd'hui, on se rend bien compte que si l'actionnaire principal décide de ne pas verser de l'argent, les droits télévisés sont pour l'instant au taquet, le merchandising ou le marketing, le sponsoring,
c'est quand même pas simple. Et les recettes guichets, on a un magnifique stade qui pour moi est un véritable écrin, le nouveau stade Vélodrome, mais avec une gestion assez compliquée qui fait que l'Olympique de Marseille n'en est que locataire et donc ne peut pas exploiter cette enceinte pour éventuellement Première Ligue, monsieur faire plus utile. Oui, on va y revenir au syndicat justement pour essayer que le club de Ligue 1 gagne plus d'argent. C'est quand même importante à prendre en compte aussi. Bien sûr, alors loin de toutes ces préoccupations financières, économiques